Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Je ne suis pas seule avec moi. On a Gina Nzengue et Jean-Paul. On va recevoir notre prochain invité. Il s'agit de monsieur Ndon Junior Xavier. Il est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Avec lui, on va décrypter le discours du président de la transition par rapport à son passage hier dans l'émission Un candidat, un projet. Gina Nzengue, bonjour. Coucou René, ça va? Bonjour, va, chers auditeurs. Ça fait longtemps? Oui, ça fait très longtemps et je suis là, étant donné que les principaux, les acteurs de ce programme se sont déplacés. Donc, on fait la politique sans morcer. Voilà, je viens fièrement remplacer. Retrouver le grand Gilles dans cette interview et tout pour lui prêter main forte. Il n'y a pas de problème. Monsieur Ndon Junior Xavier, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Gabonaise, moi bien. Alors, vous êtes porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on se sent quand on est porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle? D'abord, quel est le rôle d'un porte-parole? Si on pouvait revenir un peu sur le rôle d'un porte-parole. Parce que souvent, les gens se demandent pourquoi ce candidat a autant de porte-parole, quelles sont leurs missions. Pour ce qui est du vôtre, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que... Quel est votre rôle? Dans mon cas, ce n'est pas une désignation de copain-coquin, comme on entend dire. J'ai été désigné comme porte-parole parce que le candidat Oligui-Nguema a une vision sur la culture, la tradition, les arts, la nécessité pour les Gabonais de repartir à notre source, à ce que nous sommes. Et donc, comme c'est un homme qui a un certain leadership affirmé et éclairé, il s'est identifié qui fait quoi et qui est capable de contribuer à développer notre pays. Il m'a demandé et chargé de porter donc sa parole, donc de donner le message qui est le sien en ce qui concerne sa vision politique, son projet de société, notre essor vers la félicité, notamment dans le pilier 6, gouvernance et institutions. On revient beaucoup sur la culture pour pouvoir dire aux Gabonais ce qu'il entend faire, une fois élu, en matière de restauration de nos cultures, restauration de nos us et coutumes, de notre identité, de notre tradition. Donc je suis là en fait pour en parler. Alors hier, c'était le passage à l'émission dédiée justement à la campagne, au cours de laquelle chaque candidat venait un peu expliquer son projet, même si hier, il y a eu ça a pris beaucoup de temps pour débattre des autres sujets. Vers la fin de l'émission, on a pu le constater, les questions liées justement à la gouvernance et dans lesquelles on aborde des questions culturelles n'ont pas pu véritablement être abordées à fond. Et donc, les Gabonais n'ont pas pu appréhender la véritable vision du candidat Oligui-Nguema sur ce volet-là. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu les grandes lignes de son projet de société en ce qui concerne le volet culture? Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des porte-paroles, parce qu'il ne peut pas tout dire en un format d'1h30, il y a beaucoup à dire, et c'est pour ça que les porte-paroles sont là pour relayer le message. Les grandes lignes en matière de culture, c'est d'abord de travailler à sortir d'identité gabonaise. Et comme je le dis souvent, quand vous sortez, vous voyez des Sénégalais, vous les reconnaissez facilement par l'accoutrement vestimentaire, le bazin. Quand vous voyez des Arabes à Dubaï, quand vous voyez des Chinois, vous les reconnaissez rien que par l'accoutrement vestimentaire. Quand vous voyez la Tchéquie, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez le Tchèque, vous savez que c'est le Sénégal. Quand vous voyez le couscous, vous savez que c'est le Maroc. Mais qu'est-ce qui fait de nous les Gabonais? Nous n'avons pas d'identité nationale. Et c'est parce que nous n'avons pas d'identité nationale que le tribalisme, que la division, la haine ont plutôt été répandus. Et donc pour régler ces questions, le candidat Oligui-Nguema estime qu'il faut travailler à faire en sorte que l'identité gabonaise sorte des tréfonds. Et comment on sort cette identité? C'est en réorganisant la source, donc la tradition, la culture. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Donc si nous voulons avoir une âme gabonaise, il nous faut travailler à restaurer notre culture. Et dans tout ce qui est culture au Gabon, il y a nos traditions, il y a nos arts, notre agriculture, notre couture, notre sculpture et tout ce qui tourne autour, la pêche, la danse, les arts culinaires, les arts plastiques, nos rites. Donc c'est tout cet ensemble-là, mélangé avec nos langues, qu'il faut réorganiser. Et dans tout notre schéma sociétal, si je peux appeler ça comme ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore valorisées au Gabon. Nos lignages, nos coutumes, nos clans, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut réorganiser.
1h30 de débat hier et c'était une émission extrêmement attendue par les Gabonais, qu'ils soient sur le territoire national ou ailleurs. Moi, j'aimerais bien élargir la question et pas uniquement rester sur la culture. 1h30 de discussion face aux journalistes et face aux Gabonais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a dit hier? Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Oligui Nguema Brice Clotaire est un homme prêt à diriger le Gabon. C'est un homme qui a la volonté politique pour diriger notre pays et c'est un patriote. Ça veut dire que c'est un homme qui aime son pays. Il a démontré. Il est prêt. Pourquoi? Parce qu'en 18-19 mois de magistère, il a démontré aux Gabonais de quoi est-ce qu'il est capable. Ce n'est pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais je pense qu'en 19 mois, il a fait beaucoup plus que beaucoup de Gabonais n'auraient imaginé. C'est un patriote parce que le 30 août, il a risqué sa vie avec ses compagnons et il a montré aux Gabonais l'attachement et l'amour qu'il avait vis-à-vis de son pays. Il était prêt à risquer sa vie pour sauver la vie de plusieurs centaines de Gabonais. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle, et je le dis toujours avec majesté, le 30 août, ce qui était prévu, c'était de faire un massacre à ciel ouvert des Gabonais. On avait mal organisé une élection avec le gouvernement sortant qui avait traficoté la constitution, le code électoral, pour faire en sorte que un bulletin unique soit mis dans l'urne. Et ça créait les conditions de la contestation. Et quand il y avait cette contestation, des Gabonais devaient mourir en masse. Et donc quand les militaires sont sortis des casernes pour arrêter ce processus, ce massacre, c'était pour sauver la vie des Gabonais. Parce qu'en réalité, on serait en train de parler d'autre chose aujourd'hui. Voilà d'où on vient. Donc on vient d'une situation où quand même notre pays a été sauvé. Comme je l'ai dit sur beaucoup d'antennes, c'est Dieu qui a poussé les militaires, qui leur a donné la force de faire ce qu'ils ont fait. Donc on a arrêté ce mauvais système pour reset ou restart, pour parler en anglais, mais en fait pour reprogrammer le Gabon dans un nouveau départ et avec une nouvelle orientation. Très bien. Ce que vous venez de dire a été le justificatif de la transition ou ce qui a motivé et expliqué ces 2 années de transition. Aujourd'hui, face aux journalistes, face aux Gabonais, votre candidat sollicite une élection pour être au pouvoir durant 7 ans et basé donc sur son projet de société. Beaucoup de choses ont été dites hier entre la gouvernance, la politique, la jeunesse, l'économie, énormément de choses ont été dites. Certains points, cependant, nécessitent quelques précisions. Alors, le président candidat a affirmé hier « Je n'ai pas encore endetté le pays et je ne suis pas encore allé emprunter de l'argent ». Que répondez-vous alors à ceux qui disent que sous l'ère de la transition, la dette du Gabon a flambé? 2 choses. La première, c'est de répondre à ceux qui le disent que décidément, il y a beaucoup de Gabonais qui ont raté l'occasion de se taire. Vous me donnez là l'occasion de préciser un certain nombre de choses. Alors, il y a des Gabonais qui viennent aujourd'hui raconter tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un micro, parce que c'est la campagne électorale. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il ne faut pas embrouiller les Gabonais. Il ne faut pas dire aux Gabonais surtout des choses qui doivent rester dans leur cerveau et qui sont fausses. On veut faire croire que le candidat Oligui Nguema a voulu endetter le Gabon, mais d'où venons-nous? On a hérité quand même d'une dette de 7500 milliards qu'il essaye aujourd'hui de régler, de faire en sorte que, en prenant le pouvoir, il tienne ses engagements. Mais ceux qui le disent, c'est eux qui ont mis ce pays dans la dette. Ils ont endetté le Gabon pour ne rien faire. Ils ont endetté le Gabon, ils ont détourné de l'argent. Et aujourd'hui, ils viennent devant les Gabonais se pavaner avec leur Weston au pied, en mettant les bottes par exemple dans les quartiers. Au lieu de venir dire aux Gabonais la vérité sur où est parti l'argent de leur pays, ils viennent plutôt faire de l'enfumage. Non, c'est pas sérieux. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que vous voyez, par exemple, quand un homme politique vient dire ça sur le candidat Oligui Nguema, c'est simple. Le même homme politique vous dit que dans son projet de société, il fait un virage à droite libérale. Mais dans le même projet, il vous dit revenu universel garanti. Mais c'est antinomique, les mots ont leur sens. Soit on est libéral, et dans ce cas, on laisse l'économie entre les mains des privés, l'initiative privée, et on consacre la libre initiative de tout le monde. L'État n'a aucune autre chose à faire que de la régulation. Soit on dit on fait du socialisme, ou on fait en sorte que l'État intervienne et aide les gens. On ne peut pas dire ces 2 choses-là sans embrouiller les Gabonais. Ça n'a pas de clarté. C'est de la confusion. Ça veut dire que c'est un projet de société mal conçu, mal abouti, et c'est le reflet d'un esprit inachevé à l'éducation, j'ai envie de dire, pas vraiment du tout complète. Parce que il faut dire aux Gabonais ceci. Soit on dit qu'on est libéral, et là, on fait travailler les Gabonais, on crée de la richesse, soit on dit on fait du social. On ne peut pas dire qu'on fait les deux. Le seul schéma politique où l'État peut faire un peu de libéral et faire un peu de social, ça s'appelle libéralisme communautaire. D'autres appellent ça social-démocratie.
Si c'était ça que ce monsieur avait proposé, Billy Bézé, pour ne pas le citer, ça aurait du sens. Mais à partir du moment où vous venez dire je fais un virage à droite libérale, vous n'avez aucune leçon à donner à monsieur Oligui Nguema qui assume sa politique sociale vis-à-vis des Gabonais. Alors, en parlant de corruption, le candidat Oligui Nguema a dit, je cite, « La corruption a baissé depuis l'ère du CTRI. » Comment c'est possible? Car selon l'indice de perception de la corruption en 2024, le Gabon est 135e sur 180 pays, donc qui demeure parmi les pays les plus fortement corrompus dans le monde. Vous savez, la corruption, c'est un état d'esprit. Il y a le corrompu, il y a le corrupteur. Le CTRI a hérité d'une situation de fait. Le CTRI a pris le pouvoir et il a trouvé une situation de corruption généralisée. Le gouvernement de M. Billy Bézé et les autres avant lui dans lequel il était, c'était un gouvernement de corrompus. C'est connu, c'est évident. Aucun d'eux ne peut justifier sa fortune. Aucun d'eux ne peut justifier les innombrables choses qu'ils font. Donc, nous avons hérité d'une situation de corruption généralisée. D'ailleurs, il y a eu plusieurs opérations dans ce pays, opération Mamba, opération Scorpion, etc. etc. C'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc, le CTRI essaye en 18-19 mois de régler la question de la corruption. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Il faut revoir le code de procédure pénale. Il faut revoir un certain nombre de notions. Il faut revoir beaucoup de choses dans notre pays pour pouvoir faire en sorte qu'on arrête la corruption. Mais il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a un corrupteur et un corrompu. Et la corruption est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit avant le 30 août, c'était un état d'esprit où un gouvernement dit responsable avait pris le contrôle de notre pays. Ces gens-là n'étaient pas responsables du tout. J'ai donné un exemple en disant, vous voyez, quand ce monsieur était au gouvernement, il y a eu Esther Miracle. Des Gabonais sont morts. Personne n'a jamais expliqué aux Gabonais pourquoi il y a eu le naufrage d'Esther Miracle. Il y a eu des morts et il n'y a pas eu d'enquête. Personne ne nous a jamais dit ouvertement, voici les causes qui ont conduit à la mort des Gabonais. Et voici les responsables. On a fait quelque chose à la sauvette pour essayer de sauver la face, après on a bâclé. Donc on ne peut pas avoir fait ça dans un pays et venir donner des leçons aux gens. Non, ce gouvernement était corrompu. Ce que le CTRI a fait, c'est d'arrêter la corruption et reprogrammer le pays. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, je voudrais qu'on revienne, si vous permettez, sur l'aspect culturel, le patrimoine. Le Gabon est composé d'une toute une mosaïque d'ethnies avec des langues, avec un patrimoine culturel qui est différent. Comment faire justement, comment faire pour identifier les éléments qui puissent lier toute cette mosaïque culturelle afin d'en sortir une identité qui pourra nous permettre de nous démarquer en tant que Gabonais, comme vous avez pris pour exemple pour le Maroc, le Sénégal ou d'autres pays. C'est simple. Tout est une question de volonté politique. On domine un peuple par sa culture. Et quand un dirigeant a une vision pour la culture de son pays, ce dirigeant est condamné à réussir. Mais quand un dirigeant n'a pas de vision pour la culture de son pays, il est condamné à l'échec. Voyez-vous, c'est des choses qui sont pourtant devant nous, mais nous ne faisons pas assez attention. Nous avons un grand pays, le Gabon. Il aurait suffi qu'en 1960, quelqu'un prenne un décret pour dire la langue nationale du Gabon, c'est le mienné. D'accord? D'ailleurs, c'est la langue la plus facile à apprendre au Gabon. C'est notre créole, parce qu'elle est un peu répandue dans beaucoup d'autres langues. Il aurait suffi que quelqu'un prenne cette décision, qu'aujourd'hui, vous et moi, on parlerait tous mienné. Vous et moi, Gabonais, pour nous, Téké, Fan, nous ne sommes pas capables de nous exprimer ou d'échanger devant des Marocains, des Béninois, des Sénégalais. On est obligé de parler en français. Mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire qu'un Téké ne peut pas parler à son frère Kouélé, ne peut pas parler à son frère Kota, à son frère Pounou, il ne peut le faire qu'en français. C'est choquant. Ce qui a conduit à ça, c'est parce qu'en privilégiant une seule langue sur 52 ou 42 ethnies qu'il y a dans ce pays, ça ferait en sorte que les autres disparaissent. C'est dans un souci de conservation. Un homme a pris cette décision en 1960 au Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Il a décidé que le Wolof serait la langue nationale avec 4 autres langues. Les Sénégalais ne se plaignent pas du fait que tout le monde parle Wolof à grande majorité. Et pourtant, ils ont d'autres langues. Ils ont d'autres langues dans leur pays. Il y a d'autres peuples au Sénégal. Mais tout le monde est uni autour du Wolof. On aurait décidé d'unir les Gabonais autour du Mienné. Ça ne poserait aucun problème. Ça me permettrait toujours de parler mon fan, mais de parler aussi le Mienné. Et ça permettrait à vous, Nzebi, de parler Nzebi et de parler aussi autre chose. Il n'y a pas eu de volonté politique d'unir les Gabonais. C'est ce que je m'évertue à expliquer. Donc, le candidat Oligui Nguema s'attaque à des problèmes qui ont 70 ans. Il s'attaque à des problèmes vieux, anciens.
Il n'y a pas eu de volonté d'unir les Gabonais parce que personne n'avait envie de voir les enfants du Gabon réunis. On avait juste envie d'utiliser la culture pour faire du folklore, mais personne n'a réellement eu envie d'unir les Gabonais. Parce que si vous aviez uni les Gabonais autour d'un idéal, il n'y aurait pas eu de tribalisme, il n'y aurait pas eu de division, il n'y aurait pas eu de régionalisme. Et donc, il n'y aurait personne qui aurait profité de moi d'abord, mon clan d'abord, mon ethnie d'abord, non. Et c'est aujourd'hui ce que le candidat Oligui Nguema entend faire. Quand il dit, pour être candidat à la présidentielle, il faut parler sa langue, par exemple, c'était un signal fort pour nous pousser à parler nos langues. Parce qu'aujourd'hui, regardez la plupart de nos enfants. Vous leur parlez dans votre langue, fan, ils vous répondent en français. Si le papa est fan, la maman est mienné, l'enfant ne parle aucune des deux. La grand-mère est pour nous, l'arrière-grand-père est pour vie, mais l'enfant ne parle aucune des deux ou des quatre langues, alors que c'est notre héritage. Donc, à la fois, nous-mêmes, Gabonais, n'avons pas su transmettre ces valeurs à nos enfants. À la fois, l'État n'a pas pris ses responsabilités. Parce qu'un État ne peut demander à ses citoyens que ce qu'il enseigne. Donc, c'était à l'État gabonais de décider, soit le miennet, soit une autre langue. Mais c'était une décision politique qu'il fallait prendre. On avait un président au Gabon, Léon Ba. Léon Ba parlait correctement le fan. Il parlait correctement le miennet, il parlait correctement le pounou, il parlait correctement le tsogo. Ça, c'est ce que je sais, parce que j'ai quand même fréquenté ses contemporains. Mais il aurait donc fallu qu'il prenne une décision et puis que ce soit fait. Devons-nous alors nous attendre à ce que si votre candidat, bien entendu, est élu, ce soit une des mesures qu'il mette en place, choisir une langue parmi les différentes ethnies du Gabon, choisir une ou plusieurs langues pour qu'elles soient des langues nationales. La difficulté aujourd'hui, c'est que le mal ayant tellement régné pendant longtemps, il faut maintenant corriger le problème à la racine. Et vous voyez, je l'ai dit, Dieu a créé le monde dans l'ordre et la méthode. L'ordre et la méthode aujourd'hui, c'est d'abord de réunir tout le corpus gabonais, faire un état des lieux de tout ce qui est aspect culturel, coutumier, aspect des us, aspect des langues. D'abord, faire un état des lieux, faire un inventaire de ce qui est. Ensuite, faire, à partir de cet état des lieux, un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe dans la médecine traditionnelle gabonaise? Qu'est-ce qui se passe dans la pharmacopée? Qu'est-ce qui se passe dans l'ordre coutumier? Qu'est-ce qui se passe dans le dispositif coutumier traditionnel de notre pays? Ensuite, maintenant, on pourra, à partir de ce moment, faire des esquisses de solutions pour dire voici qu'est-ce qu'on peut faire. En l'état, il n'y a rien qu'on puisse faire sans d'abord faire un état des lieux. Et c'est cet état des lieux que le candidat Oligui Nguema s'engage à faire pour d'abord déterminer ce qu'on peut encore restaurer. Vous voyez, par exemple, il y a des langues dont on parle au Gabon mais qui n'existent plus parce qu'il doit en rester une quinzaine de locuteurs. Il y a des rites traditionnels au Gabon qui n'existent quasiment plus parce qu'il doit en rester une trentaine de personnes qui le pratiquent. Il y a un certain nombre de savoirs endogènes de chez nous, de savoir-faire, qui ont quasiment disparu parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de transmission. Donc, il faut d'abord faire un inventaire de ce qui existe pour voir ce qu'on peut tirer, ce qu'on peut restaurer. Et c'est tout le sens, la démarche qui est en train d'être faite. Et la volonté politique, elle est là. Permettez-moi de revenir dans la question économique. Chipé, désolé. Hier, toujours dans cette interview qu'a donnée votre candidat sur les chaînes de Gabon Télévision, on a beaucoup parlé du pétrole. Cependant, lorsque votre candidat affirme clairement ou assume clairement sa stratégie vis-à-vis du pétrole, d'aucuns pensent que le rachat d'Assala et de Tullow Oil ont été de grandes erreurs parce que c'est depuis... si on peut le dire, c'est deux entreprises qui détiennent des puits pétroliers au Gabon. En fait, on n'a fait que racheter des puits vides. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Au final, qu'est-ce que les Gabonais doivent retenir? Mauvais investissement ou bon investissement? Vous me ramenez encore sur les déclarations d'un candidat, d'un compatriote qui visiblement est mal inspiré et a raté une occasion de se taire. Alors, M. Bilébizé dit sur une chaîne de télévision publique que le pétrole n'a une durée de vie que de 10 ou 15 ans. Je lui rappelle que il a été ministre des Affaires étrangères et la géopolitique internationale, il est supposé la connaître, sauf s'il fait preuve d'une incompétence qui n'a pas de nom. Donald Trump, lors de son investiture, a dit aux Américains qu'il fallait repartir vers la production pétrolière américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole, certes, va avoir une crise mondiale dans les mois, les années à venir, mais la production pétrolière est repartie encore pour au moins 60 ans. Et les réserves au Gabon sont encore énormes. Ça veut dire que le Gabon peut encore compter sur son potentiel pétrolier. Il nous faut juste changer de stratégie. Et c'est tout le sens de la stratégie d'anticipation que le candidat Oligui Nguema a emmené en rachetant Assala. Et aujourd'hui, Tullow. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté. On ne peut pas être un pays qui produit du pétrole et nous-mêmes être les derniers de la classe. C'est pas possible. C'est un manque de patriotisme qui n'a pas de nom.
comment peut-on avoir le pétrole chez nous et nous n'avons pas nous-mêmes la souveraineté sur notre production? Non. Donc, on a GOC plus Assala qui nous ont emmenés avec Tullow aujourd'hui à 82 000 barils par jour. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui au Gabon 82 000 barils de pétrole qui sont produits pour le compte de l'État gabonais. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était beaucoup plus les privés qui produisaient le pétrole chez nous et ils nous reversaient des royalties. Ensuite, on a racheté SMP qui est un opérateur de services pour diminuer les coûts de production. Donc il y a une vraie stratégie pour récupérer d'un côté notre souveraineté sur le plan du pétrole et d'un autre côté baisser les coûts de production pour faire des gains, pour faire des marges. Ça va nous permettre de mieux financer notre économie, de mieux financer nos politiques sociales. Donc moi je suis convaincu que le candidat Oligui Nguema a été visionnaire parce qu'il a anticipé. Je vous dis, Donald Trump c'est connu. Donc quand quelqu'un dit partout j'ai été ministre des Affaires étrangères et il ne comprend pas le b.a.-ba de la géopolitique, c'est de l'incompétence, c'est de la nullité. Je ne sais pas comment M. Ali Bongo a fait pour s'entourer des gens aussi nuls. Dans la stratégie pétrolière, il faut comprendre ceci. Nous sommes un pays producteur de pétrole, oui, mais nous devons avoir la même issue, toute la chaîne de production. On produit, on doit raffiner, distribuer. C'est ça l'objectif, pour que ça donne de la valeur ajoutée à notre économie. Monsieur Nandon, excuse-moi Gina, l'absence de violence majeure lors de la prise de pouvoir est souvent mise en avant. Est-ce à vos yeux un critère suffisant pour parler d'une transition réussie comme l'a évoqué votre candidat hier? Oui, évidemment, dans tous les pays du monde, quand il y a une interruption brutale de cette nature, il y a souvent des violences, il y a souvent des morts d'hommes, il y a du sang qui a été versé. Et comme je vous ai dit, il ne fallait pas verser le sang des Gabonais comme cela avait été prévu par ceux qui avaient été déposés. J'insiste, il y a des gens qui ont eu les responsabilités dans ce pays, qui ont dirigé le gouvernement gabonais. Et quand on a dirigé le gouvernement et qu'on a traficoté les textes, on a mal rafistolé la constitution de briques et de broc pour amener le mandat de 7 ans à 5 ans, on a modifié ça derrière les fagots pour faire en sorte qu'on ait une élection unique, un bulletin unique. C'était pour organiser les conditions du massacre des Gabonais, parce que les Gabonais allaient contester. Et comme je l'ai dit le 30 août, quand vous avez vu les Gabonais sortir, c'est parce qu'ils étaient heureux. Même la nature était en joie. Il pleuvait, mais la pluie était chaude. La nature était en joie d'avoir déposé ce gouvernement que j'appelle des voyous. Est-ce que ça suffit pour dire que la transition est une réussite? La transition ne sera une réussite que quand tous les Gabonais vont s'approprier le principe de la transition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qui était content de la situation de délabrement dans laquelle notre pays était en train de prendre. On avait quand même un gouvernement d'irresponsable dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des gens qui décident de geler les bourses des enfants. Ils gèlent les recrutements à la fonction publique. Ils gèlent les concours d'entrée. Et ils sont en train de fermer des sociétés privées qui sont en train de faire du business, en train de les revendre à leurs amis. Mais vous avez un gouvernement qui fait ça. Ils sont en train de condamner des générations entières de Gabonais dans la précarité. Ils sont en train de conditionner tout le monde à venir faire du kunabélisme, de venir faire du lèche-bot chez eux. Voilà ce à quoi nous avions assisté ces dernières années. Et on avait un président qui était malade, qui était affaibli, et où on ne savait pas exactement qui faisait quoi. Les gens venaient nous dire que oui, le président se porte bien. Après, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui viennent dire oui, on est comptable de rien, on a vu ceci, on a vu ça. C'est pas sérieux. Ça veut dire que c'est des gens qui se contentaient juste d'utiliser le président sortant pour leurs privilèges. Je viens indiquer, par exemple, pour le cas de ce compatriote Billy Bizet. De 2012 à 2013, à 2023, il est resté avec M. Ali Bongo pendant 11 ans. Vous ne connaissez pas beaucoup de personnes qui ont travaillé pendant 11 ans de continuer avec M. Ali Bongo. Moi, j'ai travaillé avec Ali Bongo, ça n'a duré que 7 ans. Beaucoup ont été évalcés, mais lui, il est resté 11 ans. Ça veut dire qu'il était très proche de M. Ali Bongo. Ça veut dire qu'il pouvait conseiller M. Ali Bongo que ça, ce n'est pas bon. Monsieur le Président, ce n'est pas bon. Mais si on a continué... Oui, mais si on a continué comme ça... Il était en danger. Il dit que... il ne pouvait pas parler parce que s'il parlait, il risquait de mettre sa vie en danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a plutôt mis la vie d'autres Gabonais en danger. Parce que si vous lui parliez à l'époque, oui, là, il vous aurait réglé des comptes. D'ailleurs, dans son projet, rupture, contrat national de rupture, j'ai indiqué que rupture vient du mot latin ruptura rompere. Ça veut dire le fait pour une chose ou un état d'être interrompu brusquement avec choc. Quand un Gabonais présente un tel projet à ses compatriotes et vient ajouter qu'il va prendre une tronçonneuse pour abattre un système, l'état d'esprit, parce que les mots sont le reflet de notre esprit, l'état d'esprit de ce compatriote, c'est que c'est un homme violent, c'est un homme qui a envie de régler les comptes, il est dans un état d'esprit d'acrimonie, un état d'esprit de division, c'est un homme rancunier. Est-ce qu'on peut confier les clés de notre pays à un homme rancunier qui n'a aucun projet? Parce que ce projet contrat national de rupture, je l'ai lu, même un élève de terminale ne peut pas écrire ça. Ça n'a aucune cohérence.
on dit une chose et son contraire dans un projet, où on est libéral, où on est sociodémocrate, où on est libéral communautaire. On ne peut pas dire ça. On va revenir sur le projet de société. Je vous donne un dernier exemple en une seconde. Vous voyez, je l'ai dit quelque part. Quand vous dites dans un projet de société que vous voulez dissoudre le Conseil économique et social, je l'ai dit, et j'interpelle les Gabonais. Ce monsieur se présente devant vous, il dit qu'il est chrétien. Ok. Proverbe 22. Ne déplace point la borne qu'ont fixé tes pères. C'est écrit dans la Bible. Le Conseil économique et social a été créé à partir de la loi Gaston Defferre de 1956. Il a été signé en juin 1959 par le Premier ministre Léon Gabriel Mbaminko. Et en 1960, en novembre, le président Paul Njenje Ngonjou est le premier à avoir occupé ce poste. Qui est M. Bilé Bizé pour venir dire qu'il va venir dissoudre une institution qui a plus de 70 ans d'âge, la plus vieille de notre pays? Mais au nom de quoi se croit-il investi du pouvoir de déplacer les bornes qu'ont fixé ses pères, les pères de notre pays? Gina? Le Sénat, je suis par là, le Sénat a été voté dans la loi de 1991. Il va dire dans une interview, oui, ça a été fait par Omar Bongo et Georges Raouri, mais il est le premier à encenser Omar Bongo, dont il a été le ministre. Donc aujourd'hui, il est prêt à venir déplacer la borne fixée par Omar Bongo et Georges Raouri. Vous voyez que ça manque de cohérence, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et j'ai envie de conclure sur ça en lui disant, Jésus avait dit dans Luc 13, allez dire à ce renard de Makoukou, Ligingema et lui ne boxent pas dans la même catégorie. Sinon, on va se concentrer sur le programme de pour évoluer sur l'économie, permettez-moi encore de revenir là-dessus avant de passer bien entendu à l'entrepreneuriat et à la jeunesse. Vous l'avez dit, cette stratégie clairement assumée autour d'Assala et de Tullow Oil portera ses fruits. Cependant, une question me vient à l'esprit. Comment alors peut-on garantir les promesses de transformation économique? Comment on peut garantir que les promesses de transformation économique de notre pays, dont votre candidat a parlé hier en parlant de diversification, ne reproduisent pas les mêmes erreurs de dépendance au secteur attractif, étant donné que dans le projet de société, vous dénoncez clairement cette dépendance au secteur attractif. Mais de l'autre côté, on assume clairement aussi le rachat de ces entreprises pétrolières. Alors comment est-ce qu'on fait pour garantir que la diversification de l'économie aura bien lieu? Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est d'abord de reprendre notre souveraineté en matière de production de ce qui fait de nous un pays producteur de pétrole. On reprend notre souveraineté dans les mines, dans les hydrocarbures, le pétrole. Ensuite, dans un second temps, on met en place une stratégie qui va permettre de diversifier l'économie et d'accélérer la croissance. De quelle manière? On a 2 fonds qui ont été créés dans la Banque de commerce et d'entrepreneuriat des Gabonais. Aidez-nous à vous aider, de 20 milliards par exemple. Ces 20 milliards vont servir à financer l'entrepreneuriat des jeunes. Ça veut dire qu'on va permettre à tous les Gabonais de créer de la richesse, de soutenir leurs projets, de soutenir leurs ambitions pour que ces Gabonais deviennent les premiers sous-traitants de la souveraineté que nous récupérons dans le pétrole. Parce que quand vous ne gérez pas votre production pétrolière, les sociétés pétrolières étrangères peuvent faire du business avec qui elles veulent. Elles ne sont pas obligées de sous-traiter avec des Gabonais. Alors que quand vous avez récupéré votre souveraineté, il y a une forme de patriotisme économique. Assala, GOC, Tullow, SMP ne vont plus continuer à sous-traiter avec des sociétés étrangères, mais beaucoup plus favoriser ce qu'on appelle le local content, donc la production des services avec les Gabonais. Et dans un autre côté, vous avez un fonds qui va aider à l'entrepreneuriat, donc supporter les Gabonais qui ont des projets, des sociétés, pour pouvoir avoir des fonds et faire de la sous-traitance. Ça, c'est par exemple dans le secteur du pétrole, ça va se faire dans le secteur des mines, ça va se faire dans le secteur de l'agriculture. Donc il y a une vraie stratégie dans le projet Notre essor vers la félicité, d'un côté de récupérer notre souveraineté, ensuite de pousser les Gabonais à investir, à entreprendre pour diversifier notre économie. On diversifie l'économie dans un premier temps en produisant, dans un deuxième temps en subventionnant les artisans, les entrepreneurs locaux pour qu'ils soient maîtres de toute la chaîne des valeurs. Parce que je vous ai dit que le pétrole, d'abord il y a la production, ensuite il y a la transformation et ensuite la distribution. Donc il faut que dans toute la chaîne de valeur minière, pétrolière, forestière, il faut qu'il y ait des Gabonais. Or, qu'est-ce qui manque aux Gabonais pour qu'on s'enrichisse? C'est un fonds qui devait normalement financer les entrepreneurs. Ça avait été le cas sous l'ancien régime, mais il faisait beaucoup plus de paroles, pas de pratiques.
Ben, comment alors on va éviter que le fonds qui aujourd'hui est disponible pour financer les entrepreneurs, notamment à travers la BCEG, ne connaissent pas les mêmes déboires que les autres fonds qui ont existé dans ce pays? Comment est-ce qu'on garantit l'équité dans l'octroi des financements? Oui. Comment aussi, quelles sont les barrières et les garde-fous que l'on met en place pour éviter que l'argent qui est donné, au final, ne soit pas dilapidé de manière totalement impunie, comme ça a toujours été le cas dans ce pays? Notre candidat a donné une indication hier en s'inspirant d'un homme, un intellectuel, Einstein, qui a dit « Quand un homme refait exactement la même chose tout le temps et tous les jours, il s'étonne du résultat final qui est l'échec. Cet homme n'a rien compris. C'est la plus grosse arnaque. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes méthodes tout le temps et penser avoir un résultat différent. Donc, notre candidat a décidé de changer les méthodes, de changer les usages, de changer les visages afin d'arriver à d'autres résultats. Comme je vous ai dit, Dieu a créé le monde dans l'ordre et la méthode. Notre candidat Oligui Nguema a décidé de changer de méthode. La méthode, c'est quoi? C'est que pourquoi au Gabon ça n'a pas marché? Pourquoi il y a tout ce que Gina vous dit? Parce qu'en vérité, on n'avait pas un leadership affirmé et assumé. C'est quoi le leader? C'est quoi la particularité du candidat Oligui Nguema? C'est que M. Oligui Nguema ne cherche pas à savoir de quelle ethnie vous êtes, de quel parti politique vous venez, de quelle famille vous êtes, non. Il cherche à savoir qu'est-ce que vous avez à apporter au Gabon. C'est pour ça qu'il a tout le monde autour de lui. On peut lui faire le reproche de tailler avec les PDGistes ou des anciens opposants, etc., etc. Mais c'est ça le leadership. C'est que lui il dit, moi, Oligui Nguema, je veux transformer mon pays. Et j'ai besoin de tous les Gabonais compétents pour m'aider à le faire. Donc, quel que soit votre passé, quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre origine, il n'a pas de préjugés, il n'a pas d'a priori, il n'a pas à vous regarder en disant on a dit ceci de Gina ou de JP. Non, il se dit qu'est-ce que JP peut apporter à notre pays. C'est ça qu'on appelle leadership et c'est ça qu'on appelle pragmatisme. C'est-à-dire, quel est l'intérêt du Gabon aujourd'hui? L'intérêt du Gabon, c'est de récupérer sa souveraineté en matière pétrolière. Donc, quand un homme politique vient dire que le pétrole n'a plus d'avenir et qu'à ça, c'est un mauvais investissement, c'est un peu voyou, c'est malhonnête intellectuellement, parce qu'on ne peut pas dire aimer son pays et combattre un président qui fait ça. On peut le combattre sur d'autres choses, pas sur quelque chose qui concerne la souveraineté. Ça veut dire que M. Bilibizé, ce n'est pas un patriote. Il aime tout, sa personne, mais pas le Gabon. Et il veut diriger ce pays, non. Donc nous, on change la méthode. Il y a d'autres candidats, vous savez. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, c'est un candidat qui est volubile, parce qu'il a dit beaucoup de choses qui me choquent. Je vais revenir sur quelque chose pour finir. Vous voyez, un homme politique sur une chaîne de télévision publique qui parle du président de son pays en disant que M. Oligui Nguema va lire les notes qui lui sont fournies par les chancelleries étrangères. M. Oligui Nguema a reçu l'ambassadeur de France quand il a pris le pouvoir le 30 août à 14h. Mais ce monsieur a quand même été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire le b.a.-ba des usages diplomatiques, il ne le connaît pas. Mais qu'est-ce qu'il fait aux affaires étrangères? Un ambassadeur est d'abord là pour représenter les intérêts de son pays. Donc, quand il y a coup d'État, c'est normal que l'ambassadeur de France, premier pays partenaire commercial et économique du Gabon, c'est normal que l'ambassadeur de France vienne voir le nouveau maître de Libreville pour s'assurer que les intérêts de son pays vont être garantis. C'est normal, ça fait partie des usages. Donc, voir ça et dire que M. Oligui Nguema a été téléguidé par la France, alors que c'est M. Bilibizé qui passe tous ses séjours en France pour aller chercher des soutiens, pour critiquer son pays, pour faire des réunions, pour vouloir prendre le pouvoir du Gabon, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que vous avez là quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que M. Oligui Nguema a pris le pouvoir, c'est vrai, et que ce n'est pas la France qui a décidé du coup d'État au Gabon, ça aussi c'est vrai, mais la même personne va en France tous les jours, toquer sur les portes, fait des réunions, des rendez-vous pour dire que je veux le pouvoir du Gabon. Et elle vient se présenter les Gabonais en disant c'est Oligui Nguema le pantin de la France. Alors que c'est lui le pantin de la France. Alors, monsieur Ndondon, revenons au Gabon et je vous invite à me rejoindre et à aller dans les provinces cette fois-ci. On a beaucoup parlé de décentralisation hier. C'est un terme que les Gabonais ont longtemps attendu. D'aussi loin que je m'en souvienne, je l'ai entendu personnellement. Et s'il y a une chose que les personnes en province se disent à chaque fois qu'il y a ces grandes messes politiques, ces élections et autres, elles ont l'impression qu'en fait tout ce qui est décidé pour la capitale et pas véritablement pour elles. Elles ont du mal à percevoir tous les changements dont nous sommes en train de parler. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut garantir que les enveloppes provinciales annoncées par votre candidat soient utilisées de manière transparente, efficace et réellement participative? Et pour mieux affiner cette question, comment aujourd'hui, avec votre candidat et la vision qu'il a,
comment aujourd'hui vous allez travailler à impliquer davantage les citoyens de ces promesses dans la conception, le suivi, l'évaluation surtout des projets qui sont mis en œuvre dans leur province. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de décider des choses pour aller les implémenter à Lebamba ou alors à Ambigou quand on n'y vit pas. Et on sait bien que les députés, ils représentent ces localités-là, mais ils passent la majeure partie de leur temps à Libreville. Donc, décentralisation, Monsieur Ndondon, comment allons-nous nous assurer que cette fois-ci, c'est la bonne? Je vous ai donné un mot. Ce qui caractérise l'institution militaire, la formation de base du candidat Oligui Nguema, c'est ordre et méthode. Ce qui fait les militaires, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que le projet de décentralisation vise à donner de l'autonomie à nos collectivités locales. C'est-à-dire, en français facile, dans le projet de société du candidat Oligui Nguema, où on parle de décentralisation, c'est faire en sorte qu'une localité, par exemple, comme le Haut-Ogooué, qui a pour compagnie Comilogue, c'est faire en sorte que la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises de Comilogue, puisse participer en premier à développer l'économie locale du Haut-Ogooué, en partant de Mwanda et de toute la région. C'est de faire en sorte que la RSE de Perenco, par exemple, puisse participer à développer la région, par exemple, l'Ogooué maritime ou de l'Angounié. Pourquoi? Parce que quand vous avez une collectivité locale et qui n'arrive pas à avoir des budgets conséquents parce qu'elle attend tout l'État central, ça met le développement en retard. Et donc, dans la loi de programmation de décentralisation, il y a des minima qui ont été fixés, par exemple de 500 millions par commune. Maintenant, en fonction de la démographie de la commune, ça peut monter. Donc, la loi sur la décentralisation va rentrer en vigueur une fois qu'il prête serment, s'il est élu, et je le souhaite pour tous les Gabonais, pour le bien-être des Gabonais, que le 12 avril, il soit élu. Elle va rentrer en fonction, en vigueur plutôt, et dès qu'il aura prêté serment, maintenant, on va commencer à avoir un système d'autonomie qui va se mettre en place pour les collectivités locales. C'est-à-dire que les mairies, les conseils départementaux vont maintenant avoir de plus en plus accès aux ressources clés de leur localité pour pouvoir exécuter les projets communautaires dont ils sont les mandataires ou les détenteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes élu maire de ma ville OIM que j'aime, chez moi, et que vous avez eu un projet, vous allez avoir la possibilité, à partir de la RSE des sociétés qui évoluent dans le périmètre OIMois, de pouvoir financer les projets de développement qui sont les vôtres. C'est tout le sens de la nouvelle constitution qui a été votée. C'est pour donner plus d'autonomie à nos collectivités locales, de ne plus tout attendre de l'État central à Libreville. Monsieur le porte-parole, un autre point qui est extrêmement important aujourd'hui pour les Gabonais, c'est celui de la sécurité. Aujourd'hui, quelle garantie existe-t-il pour que la modernisation des forces de défense et de sécurité, dont votre candidat parle, ne serve pas uniquement au pouvoir central, mais bien à la protection des citoyens? Vous savez que durant la période de transition, nous avons assisté à plusieurs problèmes de bavure qui impliquaient les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, au moment où les Gabonais sont appelés au vote, le 12 avril, pour élire le président du Gabon, quelles sont les garanties que votre candidat leur donne concernant la sécurité? Il n'y a pas meilleure garantie que la parole du candidat lui-même. Et cette parole, il a sorti hier, il a dit impunité zéro. Tolérance zéro. Tout le monde va rendre des comptes, même les militaires, même les forces de défense et de sécurité et même les hommes politiques. Tout le monde va devoir rendre des comptes de la gestion des fonds publics, des actes posés quand on est détenteur du pouvoir de l'État. Tout le monde va désormais devoir rendre des comptes. Je n'ai pas un mot au-dessus de la parole du candidat qu'il a sorti lui-même hier. Donc la garantie, c'est que lui, président de la République, s'il est élu le 12 avril, et je le souhaite, et je demande à tous les Gabonais d'aller voter massivement, de ne pas penser que c'est déjà acquis, mais d'aller voter massivement pour que toutes nos voix comptent. Dès qu'il sera élu, il va tenir parole, il va, comme il s'est engagé, faire en sorte que tout le monde rende des comptes, quel que soit votre statut, quelle que soit votre qualité. Vous êtes un homme politique, vous êtes un militaire, vous êtes un officier de police, quelle que soit votre qualité, vous allez devoir rendre des comptes de tous les actes que vous avez posés. Monsieur Ndon, votre candidat a parlé hier de la création d'une structure de contrôle des dépenses publiques qui semble être une bonne initiative pour beaucoup. Toutefois, dans un contexte où l'accès aux chiffres reste assez limité, notamment sur les salaires des hauts fonctionnaires, on peut citer d'autres exemples. Comment garantir la transparence et surtout la confiance des citoyens dans ce mécanisme? La confiance se garantit par deux choses. La volonté politique
de celui qui est décideur, son engagement et sa détermination à conduire ces réformes. Monsieur Oligui Nguema est un homme de parole qui dit un certain nombre de choses et il va faire ce qu'il dit. À titre personnel, je lui fais confiance. Il a démontré au Gabonais qu'il a la volonté de changer ce pays. Je vous ai dit que ce qui nous a toujours manqué au Gabon, ce n'est pas les projets de société. On a eu des très bons projets, plan stratégique Gabon émergent, il était fabuleux. D'accord? Les actes pour le Gabon, rénovation, etc. etc. Gabon d'abord, depuis Léon Omar Bongo, on a eu des très bons projets. On a eu des intellectuels gabonais compétents, diplômés de l'ENA, de la Lune, de Mars, de Paris. On a eu des Gabonais docteurs, bac plus 75, brillantissimes. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas? Ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas eu un homme qui fixe le cap, qui contrôle et qui se donne de façon tout entière, corps et âme, pour atteindre les objectifs. Le problème, quand on a le pouvoir suprême comme président, c'est que dès qu'on a des gens comme M. Bilibiz à votre côté qui vous soufflent des mauvais conseils, vous n'avez plus la possibilité de garder le cap. Vous êtes maintenant un homme qui verse dans le clanisme, parce que vous avez des mauvais conseillers qui vont vous dire oui, monsieur le président, méfiez-vous de tel, méfiez-vous de tel. Non. M. Oligui Nguema dit que d'abord, il n'est pas élu par un parti politique, donc il n'est tributaire de rien à personne. Il est élu pour les Gabonais. Ça veut dire que ses conseillers, ce sont les Gabonais. Et donc, il fera ce que les Gabonais lui demandent de faire. C'est la garantie que chaque fois qu'il y aura des détournements de fonds publics, il va sévir et mettre des mécanismes pour que ça n'arrive pas. On avait dans ce pays quelque chose qu'on appelle la BOP, par exemple. Personnellement, je trouve que c'était une grossière arnaque, c'était une erreur. Il faut corriger ça. Et c'est ce qu'il s'engage à faire en réformant les finances publiques. Mais comme vous savez, toutes les réformes ne se font pas du jour au lendemain. Tout ne se fait pas dans la brutalité comme certains pensent qu'il faut prendre une tronçonneuse et venir abattre. La brutalité ne règle aucun problème. Le Gabon, c'est un grand village, c'est 9 clans, c'est 9 esprits, c'est 9 génies, c'est 9 personnes. Donc il faut ménager les susceptibilités de tout le monde. Il faut faire évoluer nos mentalités. Il faut faire en sorte que ceux qui hier ont commis des erreurs comprennent que les erreurs ne sont pas bonnes et leur donner la chance de faire en sorte que le pays décolle. Monsieur Ndon, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'appeler les Gabonais à aller voter massivement le 12 pour le candidat qui est en action, qui est sur le terrain. Voyez-vous, notre pays a eu beaucoup de projets de société. Notre pays a eu beaucoup de propositions. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que notre pays a à sa tête un homme, un candidat aujourd'hui, qui a démontré en 18-19 mois sa capacité à réformer, sa capacité à impulser le changement, sa capacité à changer, à bousculer les méthodes, à bousculer les mentalités avec manière, pas avec brutalité. Sa capacité à faire converger tous les Gabonais vers un seul objectif. Il y a trop longtemps dans notre pays, on n'a fait que de la politique politicienne. On a fait que la politique des clans, la politique des ethnies, la politique de moi et mes amis, copains, coquins, consanguins. Il était temps aujourd'hui qu'on ait un homme qui a un leadership, qui rassemble tout le monde dans une démarche d'inclusivité. Monsieur Oligui Nguema est un homme inclusif qui a besoin de tous les Gabonais, qui travaille avec tous les Gabonais selon les talents, les compétences de tout le monde pour un seul objectif. Il est temps que le Gabon change. Il est temps que le Gabon décolle. Il est temps que le Gabon puisse avoir les mêmes infrastructures que les autres pays. Il est temps que le Gabon puisse avoir le même niveau de développement que les autres pays. Nous ne pouvons pas avoir le potentiel pétrolier, minier, gazier, forestier et le potentiel humain que nous avons. Nous ne pouvons pas avoir un aussi grand pays avec une aussi petite population. Je l'ai dit, nous avons perdu le combat de la quantité au Gabon. Vous prenez les Pounou, les Kota, les Ndébi, les Fan, les Pové, les Akélé, nous tenons à peine dans 3 Iveco, comme on dit. Mais nous sommes condamnés à gagner le combat de la qualité. Donc la qualité de notre formation, la qualité de notre système sanitaire, la qualité de nos ressources humaines, la qualité de notre système bancaire, la qualité de tous les services de notre pays, la qualité de nos infrastructures, la qualité surtout de notre mentalité, la qualité de notre identité culturelle. C'est ça qui va faire que la transformation du Gabon est à son terme et que les Gabonais soient heureux.
Merci, c'était Monsieur Ndondon Junior Xavier. Avec lui, on décryptait le programme du candidat Brice Clotaire Oligingema. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, tour en publicité et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre émission Le DAF Fresh Morning. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.